Perspective pour l'année 2015. Alors encore une fois, il s'agit de perspective. Je vais me mouiller, mais en même temps, et comme à mon habitude, moi je suis pas quelqu'un effectivement qui cherche à faire des coups. Je n'ai jamais cherché à faire des coups d'ailleurs. Je pense qu'effectivement c'est la pire des choses à faire en trading. Moi, le plus important pour moi, c'est de m'adapter au marché. D'accord? Pour moi, c'est le marché qui a toujours raison. Et donc effectivement, je peux donner et avoir un avis sur le marché et une semaine, 2 semaines après changer d'avis si bien évidemment le marché ne me confirme pas. Je vais pas, et vous avez pu constater dans mon approche, dans mes différentes vidéos, pour ceux qui me suivent par les vidéos, etc., dans mes conférences, que jamais, au grand jamais, je n'ai dit, le marché va baisser. Pendant 5 ans d'affilée, je vous ai dit, le marché va baisser, le marché va baisser. Alors quand je dis le marché va monter, je l'ai dit parce que j'avais des raisons derrière, parce que j'avais des arguments, parce qu'effectivement, il y avait pas mal de convergences. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'étais haussier sur les marchés. Maintenant, l'idée qui nous, effectivement, réunit ce soir, je pense, c'est on va beaucoup revenir sur l'euro-dollar. On va y revenir dessus tout à l'heure parce que c'est important. Le dollar, en tant que devise, en tant que monnaie forte aujourd'hui. On va revenir sur le gold et on va revenir sur les indices. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes durant les dernières années qui nous ont parlé de crack. Or, les indices ont explosé à la hausse durant les dernières années, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu du 100, 150, 200% sur certains indices. Donc, on a vraiment des indices qui ont littéralement explosé à la hausse. Je reviens ici rapidement sur le Dow Jones. Le Dow Jones a été multiplié par 3 depuis les plus bas réalisés en 2009. Dites-moi si ça s'affiche sur vos écrans. Oui, super. Regardez là. Effectivement, on a fait un plus bas sur les 5600 et là, on n'est pas loin des 18 000. D'accord? Donc, multiplié par 3. Incroyable, mais vrai. Et pendant toute cette hausse, bien évidemment, tous les gourous qui vous disaient ça va baisser, ça va baisser. Donc, ça n'a jamais baissé. Donc maintenant, l'idée, elle est là. C'est est-ce qu'on peut parler d'un crack dans les prochains mois? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent les marchés ont beaucoup monté. Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Ensuite, on parle également de la situation économique en Europe. Certains parlent même de troisième guerre mondiale, mais ça fait longtemps qu'on en parle de troisième guerre mondiale. On parle de géopolitique, on parle, bref, vraiment, si vous, comment dirais-je, vous écoutez un peu tout ce qui se dit à droite, à gauche, on fait que vendre, on fait que vendre. Le problème, c'est que le marché ne fait que monter. Donc, il y a déjà un truc qui cloche. Maintenant, l'idée, elle est là, c'est est-ce que ça va continuer? Et si ça se retourne, quelles sont justement les indications qu'il va falloir observer pour considérer qu'on va rentrer dans un crack? Je ne dis pas qu'effectivement ça s'applique à la perfection, mais en tous les cas, moi, c'est ce que je regarde. C'est qu'est-ce qui va me faire dire que le marché va rentrer dans une phase de crack, dans une grosse baisse, et est-ce que pour le moment, on peut parler d'un crack potentiel? Et donc, vous voyez, encore une fois, je suis loin de Madame Irma. Je vais essayer d'être objectif dans ma manière de travailler, dans ma manière de vous montrer les choses. Alors, tout d'abord, question, bien évidemment, que vous vous posez, que je me pose également. C'est, va-t-on assister à un crack sur les indices durant les prochains mois? Moi, ma réponse, c'est déjà, avant de pouvoir répondre à ce type de questions, il faut d'abord une étude historique. Comment se sont formés les précédents cracks? Et bien évidemment, l'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais tout de même, c'est-à-dire que si effectivement on n'a pas de signaux vendeurs, ça sert à rien de s'exciter avec les autres. Il faut avoir un minimum pour considérer que le marché va baisser. Je vais revenir ici rapidement sur la crise des subprimes en 2007. Vous voyez, ici, regardez les indicateurs techniques qui cassent. Mais est-ce que, et là nous sommes en juillet 2007, d'accord? La véritable baisse, là on a bien évidemment une première baisse, une première jambe de baisse en 2007, octobre, novembre 2007, puis le marché qui stagne pendant quasiment une année. On est bien d'accord? Quasiment une année, le marché stagne. Et puis là, on a une cassure et bien évidemment un marché qui s'effondre, qui passe de 6500 à quasiment 4000. D'accord? Donc déjà, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'un crack ne se forme jamais en un seul temps. D'accord? Déjà, ça met du temps, premièrement. Parce qu'il faut le réaliser, il faut le prendre en compte, il faut, comment dirais-je,
envisager le pire, il faut effectivement rentrer dans cet état d'esprit hyper négatif, etc. Donc au départ, on a une première jambe qui est souvent la jambe des premiers vendeurs, c'est une panique, souvent on a les premiers signaux négatifs en économie, etc. Et puis c'est dans la deuxième jambe où effectivement les choses sont assez sévères, d'accord? On va revenir rapidement sur... Alors, 2 secondes, hein. Voilà, excellent. Dites-moi si ça s'affiche sur vos écrans. Ok. Regardez là, on est en 1929. Vous voyez en bas? Ça s'affiche. Attendez, je vais faire mieux, parce que sinon, ça va pas être top. Donc, il s'agit du Dow Jones. D'accord? Ok. Nous sommes en 1929. Alors, vous voyez ici août 1929, puis nous sommes en octobre. Hein, c'est là où effectivement ça commençait à se retirer. Puis vous avez un marché qui baisse fortement, hein, qui passe de 382 à 200, donc effectivement qui perd quasiment 50% de sa valeur. On a un rebond, puis à un certain moment, on atteint quasiment les 40. D'accord? Grave crack. Mais on est bien d'accord que le crack, effectivement, on va mettre du temps. Et là, à un certain moment, on a quasiment un an de stabilisation. On a 8 mois de stabilisation, 9 mois. Vous voyez, entre là, novembre, et la reprise de la baisse, c'est-à-dire septembre, août, septembre, etc., on a quasiment un an, d'accord, entre ces deux temps. Donc, premièrement, on voit bien qu'effectivement, un crack, ça met du temps. Maintenant, c'est quand même un mouvement assez violent qu'on a eu sur le Dow Jones, puisque là, ça valait, comme je vous le disais, quasiment 382. Et sur les plus bas, on a atteint 213. Donc, on a fait quasiment 50% en 2-3 mois. D'accord? Et donc, ça, c'est un graphique mensuel. Maintenant, sur une base hebdomadaire, on peut avoir des infos suffisantes pour justement anticiper tout ça. Et l'idée, elle est là, c'est que je vais revenir sur tous ces aspects. Donc, premièrement, vous voyez qu'effectivement, on a souvent, lorsqu'on a un crack, donc sur une perspective historique, on a un premier mouvement de panique, une stabilisation, puis un deuxième mouvement de panique. D'accord? Donc, on retrouve très souvent ça sur les différents cracks sur une base historique. Premièrement. Deuxièmement, les indicateurs techniques cassent, d'accord? Par là, regardez là par exemple. Mais là, sur une base hebdo, c'est véritablement durant la deuxième partie du mouvement que les indicateurs techniques passent vendeurs. Par contre, la première partie, on va avoir des signaux précurseurs sur les indicateurs daily, d'accord? Souvent des graphiques jour. Donc on a premier signal et ensuite deuxième signal. Je reviens sur un autre crack, le crack de 2000. Alors 2000, vous voyez, on a ici 2000, donc ça c'est un graphe hebdomadaire, donc long terme, d'accord? Il y a moins de bruit que sur le graphique quotidien. Donc ici, on a le marché, effectivement, vous voyez là, mars 2000, on a une première baisse, mais c'est pas super méchant. Alors bien évidemment, sur le Nasdaq, etc., on a des entreprises qui se sont effondrées, là, durant cette période. On a des entreprises qui ont fait faillite, etc. Mais le gros du crack, il va effectivement se dessiner durant la deuxième partie du mouvement, c'est-à-dire à partir de 2001. D'accord? Donc ici, effectivement, idem, on a une première jambe de baisse qui est quand même sévère, une stabilisation, puis une grosse jambe de baisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des indicateurs techniques qui commencent à passer vendeurs, d'accord? Et on a bien évidemment le temps de voir venir. Donc, la première jambe de baisse ne nous permet pas de dire que nous sommes dans un crack, mais si effectivement nous sommes véritablement dans un crack, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les indicateurs techniques sur une base hebdomadaire passent vendeurs et bien évidemment, on a de plus en plus de pessimisme, l'économie également qui en prend un coup, et puis bien évidemment, tout le monde qui vend. D'accord? Donc cette première phase, les gens sont un peu déboussolés, ils savent pas trop ce qui se passe. Bien évidemment, beaucoup de pertes, mais c'est durant la deuxième jambe où ça devient assez effectivement vendeur. Alors, ici, il y a Didier qui dit le marché a-t-il anticipé? Non, le marché n'a pas anticipé. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est quoi? Regardez ici. Ça, je l'avais déjà développé. On est bien d'accord qu'avant le 11 septembre,
le marché était vendeur. Bonjour David, j'espère que vous allez bien. On est bien d'accord qu'avant le 11 septembre, le marché était déjà vendeur, les indicateurs techniques étaient vendeurs, tout était vendeur, donc on avait quand même de gros signaux vendeurs. Donc on est quand même dans un contexte, effectivement, qui était vendeur par là. Moi, ici, juste avant, on devait être en juillet 2011, il y a un ami gérant qui m'appelle, qui me dit, Tammy, tu es le seul à être vendeur. Il m'a dit tous les gros analystes techniques de la place de Paris et ailleurs, lui il travaillait à Monaco à l'époque, il m'a dit tous les analystes techniques sont acheteurs. Et il me dit pourquoi. Je lui dis écoute, moi quand j'analyse mes indices, ça sent pas bon. C'est vraiment, vraiment très, très négatif ce qui se passe sur les indices. Et bien évidemment, quelques jours après, on avait le 11 septembre. Je ne savais pas bien évidemment ce qui allait se passer, mais sur un plan technique, on avait les infos. Sur un plan technique, on avait les infos. Donc ici, vous voyez encore une fois que ça met du temps. Et puis bien évidemment, c'est là, à partir de 2001, que ça commence véritablement à passer vendeur. Donc je reviens sur le précédent exemple. On a une première jambe de baisse, puis bien évidemment, là, les indicateurs techniques qui commencent à passer vendeur. Vous voyez, c'est en 2008. En 2007, c'est encore moyen. Donc on a des signaux vendeurs en daily. Et puis on a véritablement des signaux très vendeurs dans la deuxième partie, effectivement, de la baisse. Idem en 2000. Alors, après, là, c'est un autre mouvement. Regardez, là, c'est 2009. Vous voyez, on a ici, c'est un graphique mensuel. La hausse sur une base mensuelle, elle se dessine à partir de 2010. D'accord? Et depuis cette période, vous vous rappelez ici du tsunami, du printemps arabe, etc. 2011, vous vous en rappelez de cette période? C'était tout de même dramatique, c'est-à-dire on avait l'impression d'être dans un film de science-fiction. Le tsunami au Japon, c'était horrible et du jamais vu. On avait peine à y croire que la deuxième, à l'époque, deuxième puissance économique au monde subisse cet événement. Et comment les Japonais se sont bien évidemment relevés de cette crise, c'est admirable parce qu'effectivement, c'était énorme. Mais ce qui est énorme ici, c'est que les indices ne sont pas passés vendeurs et que on avait bien évidemment les pires événements, c'est-à-dire le tsunami, le printemps arabe, ça avait commencé, puis le tsunami au Japon, et puis moi je me suis dit ça y est, mais techniquement le marché ne s'était pas effondré. Et puis bien évidemment, vous voyez là on casse et les indicateurs techniques étaient clairement acheteurs. Donc, on a encore une fois quelques éléments de réponse par rapport à effectivement ce que je viens de vous dire. Donc là, vous voyez le crack de mars 2000. Vous voyez là, même sur une base mensuelle, c'était vendeur. On a un marché haussier par là. Puis là, on était également vendeur. Et là, depuis cette période, on est acheteur. On est bien d'accord que pour le moment, il n'y a rien qui vienne remettre en cause la hausse. On ne peut pas parler de crack. On n'a même pas l'once d'un retournement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vous parle d'un crack sur les indices, il n'a rien compris, il n'a pas une perspective historique des marchés, il ne comprend pas comment se forme un crack. Donc premièrement, il y a un problème. Donc quand on étudie les marchés sur une période longue, pour l'instant, ils sont acheteurs. Maintenant, bien évidemment, on a, et vous voyez ici, c'était le tsunami, vous voyez là, et là, c'était quand même assez violent en hebdo. Sur une base hebdo, c'était assez violent. Mais c'est normal. Et c'est ça le truc, c'est que c'était tout à fait normal d'avoir cette baisse, mais par contre, la hausse juste après, c'était plus qu'étonnant. Et pourtant, les marchés ont cassé les plus hauts début 2012, et puis effectivement, c'était comme si de rien n'était. 2012, 2013, 2014, 2015, nous sommes toujours acheteurs. Nous sommes toujours acheteurs. Maintenant, l'idée, elle est là. Il y a Grégory qui me dit divergence sur RSI hebdo non confirmée. Oui, on a plein de divergences qui sont non confirmées. Regardez cette divergence non confirmée, divergence non confirmée, etc., etc. Donc, pour le moment, tant que les indicateurs techniques n'ont pas cassé, on ne peut pas parler de crack. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut être hyper agressif, etc. Le problème, notre problème, il est là. C'est qu'on a un marché qui était là, d'accord, et qui se retrouve là, d'accord, qui a été multiplié par plus de 3. Et c'est un record historique, c'est un marché boule historique.
Est-ce que ça peut continuer? Oui, ça peut continuer si l'économie américaine est en bonne forme. Il y a juste deux, trois choses que j'ai envie de noter, hein. Premièrement, vous avez vu le dollar, la hausse du dollar. Vous avez vu l'économie américaine, comment elle s'est reprise. Je peux vous assurer qu'il y a quelques années, beaucoup disaient les États-Unis sont has-been. Les États-Unis sont dépassés. Les États-Unis ne. Mais pourquoi les indices américains montent? Pourquoi les actions américaines montent? Pourquoi le dollar monte? Parce que c'est le seul pays qui inspire confiance. Et ça peut paraître illogique. Vous avez vu la Chine qui ralentit. Vous avez vu le pétrole là dans les pays arabes, effectivement, qui va faire des dégâts. Vous avez vu l'Europe qui est en perte de vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la seule zone qui est dynamique, la seule zone sur laquelle effectivement il y a comment dirais-je, un intérêt et sur laquelle on a envie d'investir aujourd'hui, ça reste les États-Unis. On est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est comme si il n'y avait rien eu et ils se sont repris à une vitesse grand V. Et aujourd'hui, alors on peut critiquer les États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, mais Google, Facebook, Apple, Intel, Oracle, les plus grosses boîtes sont aux États-Unis. Et voilà, il y a tout à fait, et tout le monde disait les États-Unis vont s'effondrer, des économistes hyper sérieux. Vous disiez, mais c'est là où je pense que beaucoup ont oublié l'essentiel. C'est qu'est-ce qui fait monter un marché? Les acheteurs. On peut parler de la dette, on peut parler du fait que ce soit suracheté, on peut parler de tout ça, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les États-Unis montent, c'est parce qu'effectivement ils inspirent confiance. Et c'est parce qu'effectivement, moi, je suis milliardaire, j'ai de l'argent à investir. Où est-ce que je vais l'investir? Dans l'endroit où il y a le plus gros potentiel au monde. Point. Et c'est peut-être bête, peut-être que c'est un raccourci, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir de là, effectivement, on a déjà une idée et on essaie de comprendre pourquoi. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas effectivement contre ce scénario de poursuite de la hausse, mais je suis prudent, bien évidemment. Pourquoi je suis prudent? Parce que ça a déjà beaucoup progressé. Donc, un marché qui monte, qui monte, qui monte, ce serait bien qu'à un certain moment, il y ait une correction. Est-ce qu'on a eu une correction digne de ce nom depuis 2011? Je vous pose la question. Aucune correction. Tout le monde est d'accord? Aucune correction. Regardez, ça monte petite, mais depuis 2011, aucune correction. Incroyable, mais vrai. 2011, 2012, 2013, 2014, nous sommes en 2015. Ça veut dire 4 années sans correction. Et c'est ça le truc. C'est de se dire, on va peut-être avoir à un certain moment une consolidation, ce qui est tout à fait logique. Ça ne remettra pas en question le scénario haussier, mais pour nous, ça pourra être intéressant parce que si on a un crack, on peut avoir quelque chose d'assez violent. Mais l'idée, elle est là, c'est que pour le moment, on est toujours acheteur. Il n'y a rien qui remette en question le scénario acheteur. Maintenant, bien évidemment, il faut être prudent parce qu'on risque d'avoir effectivement à certains moments une phase corrective parce que 4 ans sans corriger, ça fait beaucoup. Mais tant que le marché monte, il faut continuer à acheter. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça peut paraître incroyable. Je sais pas. Vous savez qu'à un certain moment, il y a 2-3 ans, on disait 1 euro va valoir 2 dollars. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il y a également beaucoup de personnes qui disaient le dollar ne vaudra plus rien. Il y a beaucoup de personnes qui vous disaient le dollar n'aura plus de valeur. Il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, 1 euro égale 1, alors je vais reprendre 1,16 dollars. C'est incroyable. 1 euro égale 1,16. Donc, là, l'idée, elle est que justement, on peut effectivement poursuivre. Maintenant, l'idée, elle est là. C'est que, alors, il y a Nicolas qui dit des stochastiques. C'est ça. C'est qu'à un certain moment, on peut avoir effectivement une phase de conso. On n'en a pas eu depuis 2011. Et c'est ça, Nicolas. Maintenant, il ne faut pas anticiper. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans cette, parce que, encore une fois, le gars qui dit le marché va s'effondrer, et pendant toute cette hausse, il y a des gens qui ont dit le marché va s'effondrer. Est-ce que le marché s'est retourné? Et là, je vais revenir sur le graphe. Voilà. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? OK. Ça fait 3 mois qu'on fait du surplace. Regardez, là, c'était octobre. C'est là où Jim Rogers disait sauvez votre peau, vendez tout, le marché ça va être l'apocalypse.
Est-ce que le marché, regardez, c'était presque de la rigolade, hein, c'est-à-dire on a presque l'impression que le marché n'avait rien fait. Donc ça ne veut pas dire que sur une base, c'est ça, attention, hein, ça ne veut pas dire que sur une base daily, horaire, en intraday, on ne va pas avoir des mouvements correctifs parce que là c'était pas mal, et était très bien. Nous on a joué ce short, hein, mais ça veut dire attention, le marché pour l'instant en tendance, il est encore acheteur. Donc qu'est-ce qu'on constate sur le Dow Jones? On constate bien évidemment une grosse phase de consolidation, mais pour le moment, il n'y a rien qui vienne remettre en cause le retournement, à part voilà un doji, des indicateurs techniques qui sont sur les plus hauts, etc. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors bien évidemment, si ça commence à casser les 17 000, si on casse la zone de neutralité, là, ça commence à devenir sympa. Mais pour le moment, on peut pas. D'accord? Donc ça, on est bien d'accord que ça peut se faire, mais on a du temps, on a de la marge. Donc vous voyez, depuis 2011, hein, pas de grosses corrections, on avait quelques petites corrections, mais pour l'instant, rien qui vienne remettre en cause la tendance haussière. Donc si par contre on a la cassure des 17 000, 16 500, c'est là où effectivement ça commence effectivement à se sentir beaucoup moins bon. Bonjour Asdine. D'accord? Donc pour le moment, attention, attention, attention. Donc je vais revenir sur tout ça. Patience, patience, patience. Donc déjà, aucun signal de faiblesse, mais bien évidemment, on est perché. On a dessiné une hausse pendant 4 années et on n'a rien sur le plan du retournement. On est bien d'accord qu'il est trop tôt pour parler d'un crash ou d'un crack. Les indices sont bien évidemment fragiles sur le plan fondamental, parce que depuis 4 ans, on nous sort toutes les raisons pour lesquelles effectivement les indices doivent baisser. Mais sur le plan technique, ça tient super bien. Et même sur le plan fondamental, on peut trouver effectivement des raisons qui viennent appuyer tout ça. Donc je vais effectivement ici revenir sur grosso modo les principaux indices.